Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où on va parler évidemment de la situation à Gaza qui franchit encore des seuils dans l'horreur. On va parler de la situation à Mayotte. On va parler, après le président des riches, du gouvernement des ultra-riches. Et puis, on va parler de campagne d'inscription sur les listes électorales et des golfeurs. Générique. Alors, on va commencer bien évidemment par la situation internationale qui nous préoccupe toutes et tous, c'est ce qui est en train de se passer à Gaza. À Gaza, on franchit encore des seuils puisque, après avoir demandé à l'ensemble de la population d'aller vers le sud, avec un risque génocidaire qui a été attesté et confirmé par la Cour internationale de justice, donc la plus haute cour de l'ONU, donc la plus haute cour de justice au niveau international, eh bien là, je crois que l'intention génocidaire est avérée, puisque 1,4 million de personnes sont bloquées à Rafah, sans eau, sans électricité, sans médicaments, sous des tentes pour la plupart d'entre eux, et que maintenant, c'est sur Rafah, sur la ville elle-même, que Netanyahou est en train de mener une offensive qui est évidemment un bain de sang, puisque les gens n'ont nulle part où aller. Et dans le franchissement de seuil, dans l'horreur, on a, en plus d'attaquer 1,4 million de personnes qui sont dans une situation absolument dramatique et qui n'ont nulle part où aller, en ce moment, un texte qui est discuté à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement israélien, qui vise à interdire Al Jazeera. Il faut comprendre que Al Jazeera est la seule chaîne qui couvre ce qui se passe à Gaza, et les journalistes de Al Jazeera ont payé un lourd tribut le fait de couvrir ce qui se passait à Gaza, avec le conflit le plus meurtrier depuis au moins 30 ans pour les journalistes dans le cadre de Gaza, mais aussi particulièrement pour Al Jazeera, des journalistes qui ont vu quasiment toute leur famille se faire décimer sous les bombes de Netanyahou. Donc vraiment, déjà, je voudrais dire ma solidarité, notre reconnaissance aux journalistes de Al Jazeera qui permettent d'avoir des images, d'avoir des témoignages de ce qui se passe à Gaza et que tout cela ne se passe pas dans un silence absolument total. Et donc pourquoi est-ce qu'ils veulent interdire Al Jazeera? C'est pour en terminer, pour en finir, sans qu'il n'y ait ni une image, ni un son qui puisse sortir de Gaza, et c'est insupportable pour ce que nous vivons. Alors, face à ce franchissement, je veux encore une fois saluer l'action de l'Afrique du Sud, qui décidément sauve l'honneur de l'humanité, puisque l'Afrique du Sud a décidé de faire une nouvelle saisine de la Cour internationale de justice face à ce franchissement de seuil avec les attaques qui ont lieu depuis 3 jours maintenant sur Rafah. Donc, en disant, les mesures qui ont été demandées, les mesures conservatoires qui ont été demandées par la Cour internationale de justice ne sont pas respectées. Je rappelle que pourtant, cette décision de la Cour internationale de justice oblige tous les États qui ont signé la Convention de 1948 sur la prévention et l'interdiction des génocides, et que donc la France, comme les États-Unis, devrait arrêter de fournir des armes, mettre la pression maximale sur le gouvernement de Netanyahou pour qu'ils arrêtent ces crimes de guerre qui ont été attestés par la Cour internationale de justice. Il y a une urgence particulière dans ce qu'on est en train de vivre. Il faut un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Nous continuons les mobilisations, bien évidemment. Hier, le groupe parlementaire a déposé une résolution qui vise à ce que le gouvernement français reconnaisse l'État de Palestine et donc envoie un signal pour la paix qui soit fort. Je rappelle qu'il y a déjà 138 pays qui ont reconnu l'État de Palestine, mais aussi que la France agisse au niveau international pour que la Palestine soit membre de l'ONU et donc reconnue comme telle, comme un État au niveau de l'ONU. Ça serait un symbole fort pour la paix que devrait faire la France. De même, il faut accroître les sanctions, parce que là, on est en train de parler d'une intention génocidaire sur l'ensemble du peuple palestinien. Et donc, accroître les sanctions, ça commence par se demander si la France participe d'une quelconque manière, par ses armes, aux crimes de guerre qui sont commis actuellement à Gaza. Et nous avons posé à de nombreuses reprises la question au gouvernement, qui a toujours refusé de répondre, puisque nous savons que, en 10 ans, la France a envoyé pour 220 millions d'armes à Israël, et donc nous leur demandons si en ce moment ils continuent d'envoyer des armes, ce qui les rendrait complices d'un risque génocidaire et donc qui est complètement en dehors de ce que devrait faire un État comme le nôtre. Heureusement que l'Afrique du Sud est là, et je voudrais vous parler des médecins que nous avons reçus, donc des médecins de l'association Palmed qui sont allés 15 jours à Gaza et qui sont revenus, que nous avons reçus à l'Assemblée nationale pour qu'ils nous racontent ce qui se passe à Gaza. Et je vous assure que si parfois
Vous êtes meurtris des attaques qui nous sont faites parce que nous continuons à porter la voix de la paix, parce que nous continuons à défendre le droit des Palestiniens, du peuple palestinien à vivre en paix et en dignité. Eh bien, je vous assure qu'entendre ces témoignages vous invite à redoubler d'efforts. Pourquoi? Parce que donc ces médecins et cette infirmière qui sont revenus de Gaza racontent des scènes absolument horribles. Déjà, ils expliquent que la plupart des blessures qu'ils voient sont des blessures directement sur la figure, dans l'abdomen, dans le ventre, et donc que, en quelque sorte, les gens sont visés pour être grièvement blessés, voire tués sur le coup. Ensuite, ils expliquent qu'il y a 30 000 personnes qui vivent directement dans l'hôpital, donc dans des conditions qui sont très dures pour pouvoir faire du soin, et que bien souvent, les gens meurent même avant d'aller sur la table d'opération, avec des familles qui les amènent tant bien que mal, avec un âne, je rappelle qu'il y a quasiment plus d'essence, avec un âne, en portant directement les gens dans leurs bras, et même lorsqu'ils sont opérés, alors c'est très fréquent qu'à J+1, J+2, J+1 semaine, donc un jour, 2 jours, une semaine après l'opération, que les gens décèdent. Donc c'est des conditions qui sont catastrophiques avec, il nous racontait le courage et la dignité des soignants palestiniens qui sont pratiquement H24 sur le pont pour essayer ici d'apaiser la douleur, ici de discuter avec les uns et les autres. Et quand vous voyez des soignants qui ont quand même choisi leur métier parce qu'ils voulaient prendre soin des autres, parce qu'ils voulaient soigner les autres, qui vous expliquent que des enfants meurent 4 ou 5 heures après leur naissance, et qu'ils disent, en revenant ici, en y réfléchissant, peut-être est-ce mieux que ces enfants soient morts directement après leur naissance pour ne pas avoir à vivre l'enfer qui est devenu Gaza, ou quand ils vous racontent qu'ils ont vu un médecin palestinien s'effondrer en pleurs parce qu'il venait de sauver la vie d'un bébé de 8 mois qui avait été soufflé dans une explosion, toute sa famille est morte dans cette explosion, et qu'il a dû lui amputer les bras. Et qu'il se dit après, je pleure parce que je ne sais pas si j'aurais dû sauver la vie à cet enfant. Parce que maintenant, cet enfant est amputé à vie, parce que cet enfant est seul et n'a plus de famille, et parce que du coup, je ne sais pas ce qu'il va devenir, alors vous comprenez que vous avez franchi des seuils dans l'horreur. Donc, je le dis parce que ces témoignages étaient extrêmement puissants et bouleversants, et ces médecins nous expliquaient que le bilan officiel des morts, de plus de 28 000 morts à Gaza officiellement décomptés, est en fait complètement inexact et devrait être multiplié par 2 ou par 3, nous disait-il, notamment parce que les gens qui meurent du fait de non prise en charge parce qu'ils n'ont plus les médicaments pour le diabète. Les gens qui meurent après de leurs blessures ne sont pas décomptés dans les chiffres officiels, et donc probablement le bilan est encore plus lourd que cela. Donc ne lâchez rien sur la question du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils sont venus nous voir, y compris de la part de ceux avec qui ils ont parlé lorsqu'ils étaient à Gaza, qui leur ont dit, s'il vous plaît, dites-leur de notre part qu'il faut agir aussi rapidement que possible pour le cessez-le-feu immédiat, parce que là, les heures sont comptées, les jours sont comptés, et en tout cas, nous, on ne lâchera pas le combat sur cette horreur que nous sommes en train de vivre et sur ce qui pourrait être le premier génocide du XXIe siècle, que pour la première fois, nous voyons directement au travers, notamment, nos écrans de téléphone. Ça, c'est la chose que je voulais vous partager, parce que je crois que c'est très important aussi pour comprendre, malgré toutes les salissures qu'on nous fait, ce pourquoi nous nous battons, c'est-à-dire pour la paix et pour sauver des dizaines de milliers de vies, parce que c'est de ça dont on est en train de parler, voire même des centaines de milliers de vies quand on parle de ce qu'ils font aujourd'hui à Rafah. Deuxième chose dont je voulais vous parler qui est important, c'est la crise qu'il y a à Mayotte. Alors vous avez vu, bon, il y a une compétition qui est en train de se jouer dans le gouvernement. On avait déjà vu l'interview de Bayrou dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais là, vous avez un Premier ministre qui fait une interview qui bombardent d'annonces pires les unes que les autres sur la politique menée contre le peuple. Et puis, juste à ce moment-là, vous avez Monsieur Darmanin qui, lui, va à Mayotte et qui explique qu'il vient, non pas au nom du Premier ministre, mais au nom du Président de la République, et qui éclipse complètement la longue interview qu'avait fait Gabriel Attal, Premier ministre. Donc, vous comprenez qu'il y a du rififi entre eux. Bon, ça, c'est une première chose. Mais que vient-il annoncer à Mayotte ? Il vient annoncer, incroyable, qu'il veut faire une proposition de loi, un projet de loi constitutionnel pour mettre fin au droit du sol à Mayotte. C'est une attaque énorme contre tous les principes qui ont fondé la République française, et notamment que la France n'est pas une nation ethnique, mais une nation politique. Mais surtout, ça ne va rien régler à la situation à Mayotte.
En 2018, déjà, ils se sont attaqués au droit du sol. Donc, ils ont restreint le droit du sol à Mayotte. Est-ce que ça a fait venir moins de gens des Comores, puisque c'est de ça dont on parle, les Comores étant le voisin qui est à 70 km des rives de Mayotte? Est-ce que ça a fait venir moins de personnes des Comores? Absolument pas. Donc, si vous croyez que les gens fuient en regardant « Ah tiens, là il y a un droit du sol qui est avantageux et donc on va aller là-bas », eh bien ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et vous pouvez construire le mur le plus grand que vous voulez. De toute façon, quand les gens fuient la misère, ils fuient la misère. Vous avez un différentiel entre Mayotte et les Comores qui est de richesse de 1 à 15. Ça vous donne une idée. Donc, la première des choses à faire, c'est d'agir d'abord pour aider les Comores et puis négocier avec eux pour arrêter qu'effectivement il y ait autant de gens qui viennent à Mayotte, qui font une pression à Mayotte. Et ça n'implique absolument pas de remettre en cause ce qui a fondé la République française. Je le dis d'autant plus que c'est ce gouvernement qui est responsable, comme ce précédent, de la situation actuelle. Pourquoi? Parce que nous avons alerté à de multiples reprises sur ce qui se passait à Mayotte, et notamment sur les 4 000 à 5 000 enfants abandonnés. Pourquoi se retrouvent-ils seuls? Soit parce que leurs parents sont morts pendant la traversée, soit parce que les parents ont été renvoyés, et donc ils se retrouvent dans des situations, enfin vous voyez quand vous êtes un enfant, 10, 11 ans, et que vous vous retrouvez tout seul à essayer de survivre, bon bah vous faites comme vous pouvez. Et ce sont ces jeunes qui aujourd'hui forment le gros des troupes qui créent aussi une insécurité. Donc c'est parce que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités, notamment en faisant en sorte de s'occuper d'enfants qui étaient seuls, qui fait qu'aujourd'hui il y a effectivement une situation d'insécurité très forte à Mayotte. Et je vais même aller plus loin. Vous avez un collectif avec des associations, des syndicats, plein de gens, même des patrons, il y a le MEDEF de là-bas, qui ont fait toute une liste de préconisations et de revendications qu'ils portaient. Dedans, il n'y a pas la fin du droit du sol. Donc nous avons raison de tenir là-dessus. Par contre, il y a des choses qui sont demandées depuis des années. Et notamment depuis des années, différents élus, associations, syndicats disaient qu'il fallait un plan d'investissement de 1,8 milliard à Mayotte pour pouvoir faire en sorte que les Mahorais aient accès à l'eau, puisque un tiers des familles mahoraises n'ont pas accès à l'eau, qu'ils puissent avoir accès à des services publics de qualité, à des logements de qualité, etc. Donc, ils ne demandent pas moins de République, mais plus de République. Et donc, nous nous opposerons frontalement à cette nouvelle attaque qui a, d'une nouvelle fois, été applaudie par l'extrême droite, parce que là aussi, c'est le programme de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen qui est mis en application. Donc, nous ne sommes pas du tout d'accord, ça ne réglera rien. Ça ne résout pas les problèmes quotidiens des Mahorais et des Mahoraises. Et c'est justement parce que la République a abandonné Mayotte que Mayotte se retrouve dans une situation aussi difficile. Donc, je le dis pour que nous ayons une attention particulière sur ce qui est en train de se passer à Mayotte, y compris parce que ce qui se passe dans des territoires dits d'outre-mer est souvent précurseur de ce qui se passe ensuite dans l'ensemble de la France et notamment la France hexagonale. Donc si vous ne vous y opposez pas maintenant, alors bon bah on expliquera qu'à d'autres endroits, là aussi on va enlever le droit du sol parce qu'il y a une pression migratoire, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Il faut s'attaquer aux causes, pas aux gens, parce que les gens, quelle que soit la situation, en espérant avoir un avenir meilleur, ils migreront, ce qu'ils ont fait depuis des millénaires, et donc il faut faire en sorte que les gens puissent vivre dignement là où ils sont et qu'on accueille dignement les gens qui sont là. En tout cas, c'est ce que nous continuerons à porter, et la mesure qu'ils veulent faire ne changera absolument rien à la situation mahoraise. Alors, la semaine dernière, c'était aussi le remaniement. Alors la fin du remaniement, parce que c'est un feuilleton qui a duré extrêmement longtemps, rappelez-vous, c'est un mois après que Gabriel Attal ait été nommé par le prince lui seul, puisqu'il a refusé le vote de confiance comme Premier ministre, qu'il annonce la suite de son gouvernement. Alors la suite de son gouvernement, bon, c'est catastrophique, hein. Alors on recycle par là des gens, on met des gens qui n'ont aucune compétence sur rien. Par exemple, celle qui est maintenant ministre des Outre-mer, Madame Guévenoux, est quelqu'un qui n'a jamais dit un mot sur les Outre-mer. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, par exemple, à l'Assemblée, on a une délégation Outre-mer qui s'occupe justement de ces questions-là. Elle n'y a jamais siégé et je ne l'ai jamais entendue sur cette question. Donc autant vous dire que le mépris qu'ils ont pour nos concitoyens et concitoyennes d'Outre-mer. Et puis, provocation ultime, ils ont finalement pris, ce sur quoi je vous avertissais, Monsieur Kasbarian au logement. Alors là, toutes les associations, les syndicats de locataires, on a tous sauté au plafond. Pourquoi est-ce une provocation? Parce que la situation du logement est catastrophique. C'est encore ce que montrait le rapport de la Fondation Abbé Pierre il y a 2 semaines de cela.
avec, bon, pour les gens pour lesquels c'est le plus compliqué, c'est-à-dire les personnes sans abri, avec 330 000 personnes sans abri dans notre pays, chiffre qui a doublé en 10 ans et triplé en 20 ans. Donc pour vous dire à quel point les politiques qui sont menées par ce gouvernement et par le précédent, dans lequel il y avait aussi M. Macron, sont catastrophiques sur le logement. Eh bien, M. Kasbarian est celui qui a porté une loi qui proposait tout simplement des peines de prison pour des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Alors, je ne vous explique pas avec la vie chère ce qui se passe actuellement. Donc, en fait, ce n'est pas un ministre du Logement qu'on a, mais un ministre des expulsions, expulsions qui, elles aussi, ont explosé depuis 10 ans. Et pire que ça, il criminalise les personnes sans abri qui iraient juste pour sauver leur vie, par exemple, occuper un local vide. Je vous rappelle qu'on a des centaines de personnes qui meurent chaque année en France, en 2023, en 2024 encore, 7e puissance économique au monde, il y a encore des gens qui meurent de la rue, de l'inaction de ce gouvernement pour mettre juste tout le monde à l'abri, alors qu'il y a 3,1 millions de logements vacants dans ce pays que l'État pourrait immédiatement réquisitionner pour sauver des vies. Et que nous sommes, il y a 2 semaines, nous étions à l'anniversaire des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre qui disait « Au secours, cette nuit, une femme est morte gelée sur un trottoir. 70 ans après, nous sommes dans la même situation. 70 ans après, on continue de vouloir criminaliser les personnes qui sont sans abri alors que le logement est un droit et que c'est ça que le gouvernement devrait assurer. » Donc, on a mis quelqu'un qui est une provocation pour tout le monde, en même temps que le gouvernement annonce qu'ils vont s'attaquer à la loi SRU. La loi SRU, c'est quoi? Dans une ville, ça oblige à avoir 25% de logements sociaux, donc de logements accessibles à des gens. En fait, il y a plein de gens qui peuvent accéder aux logements sociaux. C'est pas que des gens pauvres, hein, c'est des classes moyennes, mais des logements qui sont accessibles en dehors du marché. Eh bien, que font-ils? Ils ont annoncé qu'on pouvait mettre du logement intermédiaire en plus du logement social dans les 25%. Qu'est-ce que ça crée? Pour vous donner très rapidement l'effet de cette mesure, ça crée juste qu'il y aura moins de logements sociaux qui seront construits. Et la deuxième chose, c'est que les maires qui sont dans l'illégalité depuis des années, voyous, qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'avoir des gens qu'ils considèrent comme non désirables dans leur commune, c'est souvent des villes comme Neuilly et d'autres villes très riches, eh bien, eux, d'un coup, on va régulariser leur situation en disant on prend aussi le logement intermédiaire qui est plus cher dedans et donc vous arrivez aux 25%. C'est l'attaque la plus grave qui a été faite contre le droit au logement depuis des décennies. Donc voilà, par exemple, ce qu'il nous propose comme ministre des expulsions dans un moment où la souffrance est quand même générale dans le pays. Mais alors, on apprend autre chose d'intéressant. C'est qu'après le président des riches, eh bien, nous avons le gouvernement ultra-millionnaire. Pourquoi? Parce que dans ce gouvernement, c'est l'humanité qui l'a révélé, la moitié des ministres sont millionnaires. La moitié. 17 sur 34. Et si vous allez un peu plus loin, il y en a un tiers qui fait même partie des 1% les plus riches. Alors, pour savoir si vous faites partie des 1% les plus riches, c'est avec un patrimoine supérieur à 2,2 millions d'euros, tranquillement. Par exemple, Madame Oudéa Castéra, qui n'est plus ministre de l'Éducation grâce à la mobilisation notamment de la communauté éducative, mais qui reste toujours ministre des Sports, a un petit patrimoine de 7 millions d'euros. Et puis, vous retrouvez, si vous continuez, un nombre d'actionnaires de Total là-dedans qui est absolument incroyable. Donc, vous comprenez qu'ils n'ont aucun intérêt à faire la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons besoin. Et notamment, elle aussi, Madame Oudéa Castéra de nouveau, qui a la modique somme de 13 000 euros d'actions chez Total avec 223 actions. Bon. Donc, vous comprenez mieux quand vous avez un gouvernement d'ultra-millionnaires comme maintenant, vous comprenez mieux pourquoi ils vont continuer à tout prix la guerre contre le peuple, notamment s'attaquer au SMIC, s'attaquer à la loi SRU, donc pour faire moins de logements, continuer le travail gratuit pour juste avoir le RSA. Donc, il faut absolument continuer parce qu'il faut qu'on continue à engraisser les riches dans ce pays. Et donc, pour engraisser des riches, eh ben, il faut de plus en plus de pauvres. C'est comme ça que ça fonctionne parce que, comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on voit maintenant et vous comprenez mieux l'adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » parce que, et ça serait intéressant de regarder ces chiffres-là, par exemple, quand ils étaient arrivés au pouvoir en 2017, une de leurs premières mesures, ça avait été de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune et des gens qui étaient ministres comme Madame Pénicaud avaient récupéré directement 162 000 euros dans leur portefeuille. Donc, vous comprenez bien ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi il faut absolument les combattre, d'autant que c'est le gouvernement, donc,
avec la moitié de millionnaires, soit plus riche que le gouvernement de Borne, qui était lui-même plus riche que les gouvernements de Castex et d'Édouard Philippe, qui étaient eux-mêmes plus riches que les gouvernements sous François Hollande. Donc autant vous dire que tout ça s'aggrave et montre qu'il n'y a plus grand monde qui croit à la Macronie et qu'il faut d'urgence arriver à les faire partir. Alors du coup, ça arrive à mon dernier point qui est l'émotion qu'a ressenti toute la sphère médiatique autour d'une campagne que nous menons sur les inscriptions sur les listes électorales. Alors, l'émotion qu'ils ont ressentie, c'est parce qu'on a fait 3 affiches. On a dit « les riches votent et vous ». Parce que on a, selon les chercheurs, 13 millions de personnes qui sont non ou mal inscrites dans le pays. Non inscrites, ça veut dire vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales. Mal inscrit, c'est par exemple vous avez déménagé, vous viviez avec vos parents et vous avez emménagé dans un autre endroit, etc., etc. Et vous ne vous êtes pas réinscrit sur les listes électorales. Et du coup, que se passe-t-il? Eh bien, des gens vont au bureau de vote le jour de l'élection en pensant qu'ils peuvent voter et on leur dit vous n'êtes pas inscrit. Alors il y a une procédure qu'on peut faire mais qui est très compliquée et donc la plupart du temps les gens ne peuvent pas voter. Rappelez-vous-en parce que 13 millions non et mal inscrits, on a raté le second tour de l'élection présidentielle la dernière fois à 420 000 voix. Donc vous comprenez que c'est un enjeu extrêmement important et c'est d'autant plus un enjeu qu'avant 2016, l'État faisait des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, ils ont demandé aux collectivités de le faire, donc parfois ils le font, parfois ils le font pas. Et du coup, on a une explosion de gens non et mal inscrits et évidemment des gens qui essayent de vous dégoûter de la politique et de vous dire n'allez pas voter, c'est nos affaires, déjà vous y connaissez pas beaucoup, vous n'êtes pas très experts et puis comme ils sont en train de faire une politique qui maltraite le peuple, ils ont certainement pas envie que le peuple aille les sanctionner ensuite dans les urnes. Donc c'est pourquoi nous faisons une campagne sur les listes électorales parce que par exemple, quelqu'un comme Bernard Arnault peut avoir 1 million de fois plus de fortune que vous. Le jour du vote, c'est le seul jour où votre voix vaut exactement le même poids que la sienne, c'est-à-dire une voix égale une voix, quelle que soit la personne. Donc, on a lancé les riches votent et vous. Ensuite, on a dit les racistes votent et vous, pour dire c'est quand même important si on veut prendre part à notre destin commun, aussi d'aller exprimer un avis et de pouvoir le faire. Et puis, on a dit les golfeurs votent et vous. Alors, nous n'avons jamais dit que tous les riches étaient racistes, que tous les racistes étaient riches ou que tous les golfeurs étaient racistes ou je ne sais quoi. Donc ils ont commencé à s'exciter en disant oh, « vous insultez les golfeurs ». Non, on n'insulte pas les golfeurs. On part au départ d'un constat simple. Le constat, c'est quoi? Je vous le redonne parce que c'est important. C'est le World Watch Institute, donc un institut de recherche qui dit, états-unien, qui dit que les golfs dans le monde, pour les arroser, les pelouses, c'est 9,5 milliards de litres d'eau par jour. C'est la même chose, c'est le même volume que ce que l'humanité boit chaque jour. Donc, la ressource en eau qu'on utilise pour boire, pour les uns et les autres, pour juste vivre, est la même quantité d'eau qui est utilisée pour arroser les pelouses de golf. Ça, c'est la première chose. Donc ça, ce n'est pas s'en prendre aux golfeurs eux-mêmes, mais juste dire qu'il y a des sports, par exemple, dont il faut quand même penser, est-ce qu'elles sont compatibles avec le danger qui existe sur la ressource en eau. De même, ce même institut dit qu'il y a 18 kilos de pesticides utilisés par hectare et par an sur les golfs en moyenne, soit plus que dans l'agriculture par hectare et par an, avec donc derrière des pollutions des nappes phréatiques, des pollutions des sols. Donc c'est pas complètement par hasard qu'on a mis la question du golf. Ça c'est la première chose. C'est pour montrer que ceux qui détruisent les écosystèmes, même si je suis bien d'accord que ce ne sont pas les golfeurs individuellement, et que on pourrait mettre, et d'ailleurs on va pourquoi pas, cette campagne elle est pas figée, hein, on va mettre aussi les actionnaires de Total. On avait même pensé à un moment, alors ça je vais vous dire que vous en auriez entendu encore plus parler, de dire les journalistes votent et vous. Donc bon, ça c'est pour vous dire. Mais en tout cas je suis très contente qu'il y ait cette polémique parce que ça permet de parler de la campagne d'inscription sur les listes électorales. Ça permet d'en parler et d'autant plus que derrière on dit des gros mensonges. Par exemple, sur BFM TV, vous avez Brice Hortefeux, député européen, ancien ministre, qui explique que de toute façon, les listes électorales, l'inscription sur les listes c'est fini, ça s'est fini au 31 décembre. Eh bien non, monsieur Hortefeux, et BFM TV devrait corriger ça, c'est ce qu'on leur a demandé dans un communiqué. Parce que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales et vérifier votre inscription jusqu'au 3 mai. Dites-le partout, jusqu'au 3 mai, vous pouvez vérifier votre inscription pour aller voter aux européennes, notamment le 9 juin. Première chose. Deuxième chose, toujours sur BFM, il y avait Antoine Léaumont qui était en train de répondre en disant bah oui, on fait un peu des choses pour interpeller les gens, pour leur dire il faut aller voter parce que nous on n'acceptera jamais qu'il y ait des élections qui se passent sans le peuple.
ce qui est le rêve des riches. Hein. S'il n'y a que les riches qui votent, bon bah du coup, parfait pour eux, parfait pour le Rassemblement national, mais du coup, on n'est pas prêt de changer le pays. Et donc, nous, on veut que tout le monde puisse donner son avis sur la manière dont on vit ensemble, parce que c'est que ça la politique. Hein. Du coup, Antoine Léaumont était là pour parler de notre campagne, etc. Et il se trouve face à Monsieur Barbier, Christophe Barbier, éditorialiste bien connu, qui alors, dans un mouvement incroyable, passe de notre campagne d'inscription sur les listes électorales au Hamas, à nous sommes antisémites, enfin un truc incroyable. Eh bien, par exemple, je vous propose de faire des petits visuels pour dire Christophe Barbier vote et vous, ce qui permettra à tout le monde de comprendre que oui, Christophe Barbier va voter et que donc c'est important qu'il y ait d'autres gens qui expriment d'autres opinions parce que je ne crois pas qu'on a envie de vivre dans le monde que nous propose Christophe Barbier. Et comme votre voix vaut exactement la même chose le jour du vote, eh bien, c'est une belle manière de le contrer. Donc, moi, je suis bien contente de cette polémique. D'abord parce que ça permet de dire que oui, en fait, on est en train de faire des élections où toute une partie de la population, la plus pauvre, la plus précaire, ne vote pas et ça satisfait très bien les puissants. Deuxième chose, ça permet à tout le monde, et ça c'est votre tâche de la semaine si vous l'acceptez, de mettre un peu partout ce site, partout où vous pouvez. On vote insoumis.fr qui permet de vérifier les inscriptions des gens. Faites vérifier à chaque fois. Ne croyez pas quand on vous dit non, mais c'est bon, je suis inscrit. Ça vaut le coup de vérifier pour être sûr qu'un jour de vote, eh bien, vous ne soyez pas empêché de donner votre avis et de vous exprimer pour choisir la grande orientation politique que vous voulez pour le pays. Donc, de mettre partout ce site onvoteinsoumis.fr. Et donc, je suis bien contente qu'ils aient été choqués de notre campagne parce qu'au moins, ça leur permet non seulement ça nous permet d'en parler, mais aussi de redire que oui, pour nous, ça n'existe pas de faire de la politique sans les gens. Voilà, nous, on n'accepte pas ça. Donc, ça, c'est notre tâche de la semaine. D'abord, de rappeler que jusqu'au 3 mai, on peut changer son inscription. Donc, faites-la vérifier partout sur onvoteinsoumis.fr. Et puis, la deuxième chose, c'est de rappeler la date des prochaines élections qui auront lieu dans notre pays. Ça sera les premières élections depuis les élections présidentielles et législatives de 2022. C'est le 9 juin, les élections européennes. On aura besoin de plein de forces pour porter nos idées et surtout pour battre Macron et battre Bardella et Le Pen. Et montrer que voilà, on peut être dans une situation le soir des européennes où justement, eh bien, il y a un pôle alternatif qui existe toujours et qui montre que oui, on peut changer de politique et qu'il faut vite changer cette politique parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui souffrent dans ce pays. Bref, on va y arriver. En tout cas, faites circuler ce site, s'il vous plaît. Ça aiderait beaucoup, y compris quel que soit le vote des gens derrière. Juste dire, les gens doivent pouvoir participer. Je crois que ça, c'est quelque chose de l'unité du peuple français. Et puis, ça permet de rappeler que le seul souverain dans ce pays, ce n'est pas le roi Emmanuel Macron, ce n'est pas celui qui l'a nommé, Monsieur Attal, qui ne dort jamais, qui est formidable et qui je ne sais quoi. C'est le peuple et le peuple seul, et que le peuple peut à tout moment décider de prendre un autre chemin. Ça s'appelle la démocratie, et ça fait pas de mal de le rappeler aussi aux macronistes. En tout cas, faites circuler ça. Abonnez-vous au YouTube si vous le pouvez parce que ça nous donne de la force et ça vous permet de suivre toutes les vidéos. Et puis, on continue de toutes nos forces pour que advienne le plus vite possible le cessez-le-feu à Gaza. Très belle semaine à vous.